Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle édition hors série d'Impro Blabla. Avec la situation actuelle, nous avons décidé de reprendre contact avec des amis d'ici et d'ailleurs qui étaient venus nous visiter au Québec pour faire de l'improvisation. L'improvisation, cette grande discipline qui permet de nous faire voyager et de rencontrer de nouvelles personnes. Alors nous sommes en présence aujourd'hui de Aline Petit et Chloé Siro qui étaient venus nous voir en 2015, si je ne me trompe pas. Nous avions joué un match spécial. C'était dans une salle qui s'appelait l'Alizé avec la Lige, les membres de la Ligue d'improvisation des grands enfants. Alors bonjour Aline et bonjour Chloé, ça va bien? Oui, super. Salut Armand. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu du contexte de ce match spécial-là. C'était quand même il y a 5 ans, ça va vite. Vous étiez venu avec l'équipe des 13 à l'Ouest, je me souviens bien. Il y avait également Samuel Delmas, Guilain, Bouillou, et c'était Raphaël. Raphaël Schaeffer. Raphaël Schaeffer, ouais. Exactement. Donc, on avait eu du fun. On avait fait un match spécial sous forme un petit peu de ce que nous, on appelle le concours d'habileté. C'était un match traditionnel qu'on fait chaque saison avec la Ligue d'impro des grands enfants. On vous avez inclus là-dedans. Puis, vous avez fait toute une soirée. Alors, j'espère que vous en avez gardé des bons souvenirs. Écoute, ça fait 5 ans, mais oui, on en gardait, enfin, en tout cas pour ma part, ouais, un super bon souvenir. C'était une très, très bonne soirée. Moi, je crois que... Voilà, il y a eu plusieurs matchs au Québec, mais celui-ci était quand même particulièrement fabuleux. Oui, alors pour moi, c'est assez rigolo parce que cette tournée au Québec était une tournée qui m'a obligée à beaucoup réfléchir. C'était la première année où j'enseignais professionnellement et c'était ma première tournée à l'étranger et c'était hyper cool. Sauf que, alors j'ai beaucoup aimé justement ce match parce que c'était sous forme d'un tournoi où on était répartis par équipe de 3. Donc, je jouais avec deux Québécois. Il y avait Benoît et mince, son prénom m'échappe, à la jeune fille qui joue avec nous. Et en fait, moi, j'avais fait toute la tournée. On faisait plein de matchs tous les soirs dans différents endroits avec différentes équipes. Et donc là, on était sur une organisation complètement différente. Et tous les matchs que j'avais fait avant, qui étaient des matchs plutôt traditionnels, c'était un chemin sur mon ego puisque je n'avais eu aucune étoile. Et tous mes partenaires avaient eu des étoiles. Du coup, ça me posait plein de questions sur ma légitimité de ma place dans cette équipe. Et je participe à ce tournoi, donc à la Rocambolesque, et je remercie la Rocambolesque qui a sauvé mon ego puisqu'on a gagné ce tournoi. Oui, je me souviens, en finale contre mon équipe d'ailleurs. Et voilà. Alors, tu vois, ça, je ne me souviens pas. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'à la fin, j'arrivais encore à me dire non, mais si tu as gagné ce tournoi, c'est pas grâce à toi, c'est grâce aux 2 autres. Et là, c'est là où tu te rends compte avec le recul et 5 ans qui sont passés que tu es très doué pour te faire beaucoup de mal avec ton petit ego et te raconter des histoires pour te dévaluer si tu es dans ce schéma-là. En fait, il faut savoir changer le schéma. Mais pour moi, ça a été un véritable parcours initiatique, cette tournée d'une semaine au Québec, puisque elle s'est soldée sur ce match-là et toujours moi, pleine de doutes. J'imagine que tu as pu travailler dessus depuis quand même. Ah bah oui, j'y ai beaucoup réfléchi et puis même en revenant parce que en fait, je n'osais pas trop le partager à mes partenaires de jeu. C'est quelque chose qui était vraiment de ma propre histoire. Il y avait cette histoire de se sentir pas légitime. Comment tu dis à tes partenaires de jeu, les gars, vous devriez me virer de votre équipe parce que je suis pas au niveau. Tu le dis pas. Alors nous, on n'avait pas du tout ça en tête. Nous, on l'a vu récolter aucune étoile, mais justement, on s'est dit c'est un bon faire-valoir, donc on va le garder. Mais en réalité, effectivement, ça dépend des périodes dans sa vie de joueur et de joueuse. Et je pense qu'il y a des périodes où on va avoir des étoiles et des périodes où on aura moins. Ça ne veut pas dire que la qualité de notre jeu est moins bonne en fait. C'est juste qu'on a un autre type de jeu, un type peut-être moins flamboyant, mais qui aide à construire. Il n'y a pas, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce chemin que j'ai fait, c'est pas parce que j'ai pas eu de distinction personnelle que mon rôle dans l'équipe n'est pas fondamental.
Puis de toute façon, les étoiles, surtout au Québec, c'est quelque chose qui est très subjectif. Là, c'est remis à la fin du match, souvent sur un flash d'une personne. Donc, on le sait là qu'il faut prendre ça avec des pincettes et relativiser facilement parce que au final, comme tu le dis, c'est le plaisir global qu'on doit en retirer. Puis, C'est ça. Je C'est pense qu'il y ça. avait un truc qui était hyper intéressant aussi dans ce que tu dis, Aline, je rebondis, c'est le fait d'avoir été mélangé en fait dans les équipes et de pouvoir jouer aussi avec deux Québécois. Et bien en fait, il y avait plus ce truc de gagner pour les 13 à l'Ouest, comme les matchs traditionnels qu'on a pu faire avec d'autres équipes au Québec et pendant la tournée, mais c'était gagner ensemble et donc du coup se faire plaisir ensemble. Et ça, pour moi, c'est un truc qui est fondamental dans l'impro et qui fait perdre aussi tout cet égo, toute cette recherche de récompense personnelle. Et donc, du coup, c'est un peu le collectif. Et c'est finalement, je pense qu'on a pris plus de plaisir à jouer mélangé et avec des Québécois que de jouer pour nous, en fait. Et voilà. Et ça valait une étoile, en fait. Je vous les donne. Bravo. Non, mais c'est vrai que c'était super chouette aussi de voir comment ils faisaient leur caucus, de sentir la confiance qu'ils m'accordaient aussi, parce que finalement, quand tu joues avec ta propre équipe te fait confiance et elle oublie même de te rappeler qu'elle te fait confiance. Et comme elle te le rappelle pas, toi, tu cherches de la reconnaissance ailleurs, puisque toi-même, tu oublies de donner aussi aux autres la confiance dont ils ont besoin. Quand je dis de la donner, c'est en tout cas de l'exprimer, de dire je te fais confiance, vas-y, ça va être génial ce que tu vas faire. Et quand j'ai joué avec les Québécois, pour le coup, je sentais qu'ils étaient en plein soutien, qu'ils ne doutaient pas 2 secondes de mes capacités, de mes qualités. Et voilà, c'était super agréable aussi, cette sensation. Puis il y a un autre truc aussi qui était intéressant. Du coup, je continue à rebondir parce que cette soirée m'a beaucoup marqué quand même. Finalement, je m'en souviens quand même très, très bien. Et plein de moments que j'ai joués. Donc ça, c'est super cool. Ce soir-là, je me suis sentie très connectée aux joueurs québécois de mon équipe, mais aussi des équipes qu'on affrontait au fur et à mesure du tournoi. Et j'ai aussi beaucoup aimé le vent de liberté que j'ai ressenti en tant que femme. Okay. Par rapport à ce que je peux ressentir en France. Quand on a brandi notre trophée avec Rosemary, on a soulevé nos t-shirts et on a montré nos soutiens-gorge. Et tu vois, ça m'émeut parce que je me suis pas sentie jugée d'avoir montré mon soutien-gorge. Ouais. Et il y a aussi le fait que j'ai pu m'exprimer en tant que femme, exprimer une séduction agressive aussi, que je n'ai pas le droit de faire en France. Et en fait, d'avoir cette liberté, je l'avais au sein des 13 à l'Ouest. Je fais plus partie de cette équipe aujourd'hui, mais j'avais cette liberté d'avoir une sexualité agressive en tant que femme dans cette troupe. Mais au Québec, là, ce jour-là, à ce match-là, j'étais dans la liberté totale. J'ai embrassé un homme sur scène. J'ai fait un monologue où j'ai mémorable au micro. Et au moment où j'ai brandi le trophée, j'ai sorti mon soutien-gorge. Enfin, je veux dire, la totale, j'étais dans l'expression de ma sexualité sans danger. Ouais. C'est vrai, si je me souviens, c'est parce que vous aviez fait une impro justement où à un moment donné, ça partait un peu en live, mais il y avait vraiment, on était dans un cadre, je pense, bienveillant à ce niveau-là. Et ça permettait, à l'époque, je te dirais même, c'était pas encore un enjeu, la libération justement de la parole dans le milieu de l'impro. Depuis 1 an ou 2, là, justement, à Montréal, ça commence vraiment beaucoup. On en parle, il y a des initiatives qui sont prises à ce niveau-là. En 2015, c'était pas encore, même moi, j'étais pas conscientisé à ce niveau-là. Et c'est pareil pour moi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quand je te dis ça, ce vent de liberté que j'ai ressenti, je peux te le dire a posteriori, sur l'instant, tu m'aurais posé la question, j'en aurais pas parlé. J'aurais dit, j'ai passé un super bon moment, je me sentis libre, j'ai été heureuse, mais j'aurais pas su identifier que c'était aussi lié au fait que, à chaque chose que je faisais, j'étais encouragée par la salle, j'étais encouragée par les joueurs. C'est-à-dire que chaque fois que j'étais dans cette expression d'une sexualité plus affirmée et féminine, mais féminine à ma manière, pas à la manière du cliché féminin passif. Et du coup, c'était hyper agréable pour moi, mais ça, je peux le dire que maintenant. Et aussi parce que, pareil, moi, j'ai toujours été féministe, mais il y a plein de choses dont j'avais pas conscience.
sur ce que je voulais en tant que femme dans la société, ce que j'attends de la société, de place qu'elle doit me laisser en fait. Ouais. Et d'absence de jugement que je voudrais ressentir. Ouais. Bah, tant mieux, parce que là, toi, c'est quelque chose que je me dis, j'avais vraiment pas conscience à l'époque. C'est le fun que tu as ressenti ça. J'espère que tu as pu le ressentir depuis quand même en France ou Bah, pas avec la même intensité, je pense. Ouais. Et aujourd'hui, je suis dans une démarche plus militante. Ouais. Donc, du coup, je réfléchis à ces choses-là. Ouais. Alors qu'à l'époque, je l'ai juste agréablement subi, agréablement vécu, expérimenté, en fait, sans qu'il y ait d'intellect derrière ou d'arguments. Ouais. C'est aujourd'hui qu'ils arrivent, les arguments. Tant mieux. Cool. Mais ouais, moi je rebondis sur ce que dit Aline et c'est vrai que je pense que j'en avais pas conscience à l'époque non plus. Je suis comme Aline, c'est-à-dire que il y a eu une prise de conscience à posteriori. Parce que pour le coup, moi j'ai fait partie d'une troupe entièrement féminine qui s'appelait Les Impromises et qui avait aussi pour vocation bah, à révéler, à réveiller en fait les consciences sur le fait que bah, l'impro en France, c'est très, très masculin. Et je pense que on n'arrivait pas à mettre des mots dessus quand on était au Québec, mais j'ai vu beaucoup plus de femmes en impro au Québec qu'en France. Et en fait, justement, cette confiance, cette liberté au sein des improvisateurs, en fait, leur laissait vraiment, je trouve, la place. Est-ce que c'est déjà une place qu'elles avaient dans la société et culturellement, etc. Ou est-ce que l'impro aussi révélait ça chez elles? Je sais pas, mais en fait, franchement, à aucun moment, quand dans la tournée au Québec, je me suis sentie comme j'ai pu me sentir, par exemple, dans des matchs d'impro en France où il y a que les mecs qui montent sur scène pour prendre le lead. Une femme peut pas avoir son impro un peu lead. Et ben, je trouvais que c'était quand même vachement plus mix et vachement plus équitable au Québec qu'en France. Et tu vois, tout ce que tu énonces là, c'est des problématiques qui ont existé, qui peuvent encore aujourd'hui exister. Hein, c'est pas totalement fini, Bien sûr. mais c'est une problématique qu'on essaie de prendre conscience et qui ont totalement existé dans les années 90. J'étais pas encore là, mais on me raconte les histoires de ça, de toutes les femmes en impro qui ont arrêté parce que justement elles n'avaient pas leur place, que c'était un milieu relativement masculin à ce niveau-là, exactement comme tu l'as mentionné de ton point de vue. Les mêmes problématiques. Donc, c'est vrai que ça a avancé. Je ne sais pas à quel point c'est un parallèle. J'ai toujours dit que l'impro, c'est un miroir de la société. Donc, ce qui se passe dans la société, ça se reflète forcément sur l'impro et vice-versa aussi parfois. Mais on est vraiment dans une tendance qui était consciente au début, maintenant qui devient qui s'intègre de plus en plus dans les pratiques. Mais on n'est pas rendu là, bien sûr, mais... Et comment ça se manifeste au Québec, du coup? Qu'est-ce que tu as pu observer, toi qui changeais ou toi dans ta façon de jouer aussi? La Ligue UQAM, la Ligue d'improvisation centrale de l'Université de Québec à Montréal, qui a annoncé avant son camp de recrutement qu'elle allait recruter 50% de joueurs et 50% de joueuses. Donc ça, super. Et ils se sont retrouvés au moment d'annoncer les noyaux, tu sais, les capitaines, assistants capitaines, à se rendre compte qu'ils n'avaient pas assez justement de filles qui se présentaient en tant que noyaux. Donc là, ils ont eu ce premier, on veut partir sur cette lancée, mais on se rend compte qu'on n'a pas les moyens techniques de le faire. Ils ont eu la bonne foi justement de le reconnaître, de dire bon ben on veut faire ça, mais on va se rendre compte que c'est beaucoup plus progressif que ça. Donc il y a cette démarche-là. Au final, ils ont réussi à faire un recrutement où ils ont fait 50%, 50%. Bon, la saison n'a pas pu se terminer, donc je pense qu'ils n'ont pas pu encore tirer les conclusions de ça, mais je trouve ça extrêmement positif parce que au final, puis c'est bossable dans beaucoup de ligues d'improvisation. Tu regardes les line-up, tu te rends compte qu'il y a moins de 30% de femmes dedans. Ça te fait une femme par équipe, je pense. C'est mon avis là-dessus. Ça passe, je pense, aussi par un travail de longue haleine pour faire en sorte qu'au final, ça s'instaure. Tu passes de 30% à 40%, puis 45%. Donc, avec la rocambolesque, la façon dont on recrute, on dit aux gens qui veulent faire de l'impro qu'on leur trouve une place. Donc, que ce soit dans nos plateformes régulières, nos spectacles comme la Lige, justement, ou dans une autre plateforme école où on fait des ateliers et on propose des spectacles ensuite, plus de formation. Et c'est vrai qu'on a souvent plus de gars qui se présentent aux éditions que de filles. Donc malgré tout, on essaie de faire de quoi d'équilibrer. Comme je disais, on arrive quand même relativement souvent à faire du 60-40.
si ce n'est, on a l'original cette année où il y avait plus de filles que de gars. Et tu le vois dans le jeu, dans l'évolution de la plateforme, de la ligue en tant que telle. Ça fait une différence, et c'est pas plus mal, tu sais, justement, tant mieux à ça. Après, il y a encore plein de petits trucs, quand il s'agit de trouver des maîtres de jeu ou des arbitres, et j'essaie toujours de faire cette démarche consciente de proposer à des filles d'abord, et pour justement changer un petit peu les têtes qu'on voit d'habitude, essayer d'aller dans... Tu sais, je dis pas que ça fait une énorme différence, le fait que ce soit une arbitre femme, oh là là, ça change tout, mais juste se dire, donner cette place-là parfois. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Armand. En fait, le truc, c'est qu'il faut, il y a deux contraintes. La première, c'est l'existant, et la deuxième, c'est l'objectif, l'envie. Je pense que tout le monde a à y gagner si l'impro se féminise, autant les hommes que les femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles auront un espace d'expression supplémentaire, ou au moins un espace d'expression avec l'improvisation, quoi. Et les hommes qui ont déjà cet espace d'expression auront une diversité face à eux. On parle des femmes, on peut aussi parler de minorités entre guillemets racisées. Je vais utiliser ce terme-là parce que c'est le terme qu'utilisent les féministes inclusives. Effectivement, on a besoin de diversité. Il se trouve que la société elle est mixte, mais elle n'est pas mélangée. C'est-à-dire que moi, je constate quand même que j'habite Paris intramuros, que mes voisins sont ou des jeunes couples ou des célibataires qui gagnent relativement bien quand même leur vie, qui ont les moyens de vivre à Paris. C'est des blancs en général. C'est parfois des femmes, c'est plus souvent des hommes qui vont être propriétaires aussi. On regarde que 20% du foncier est détenu par les femmes, donc 80% du foncier dans le monde est détenu par les hommes. Et toutes ces choses-là, elles vont se répercuter fatalement sur l'improvisation. Donc nous, on n'a pas d'impact sur cette big picture, si je peux me permettre cet anglicisme, mais sur cette image globale. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Et quand tu dis, je réfléchis à trouver une arbitre, je trouve ça cool, tu vois. Moi, on m'a jamais proposé d'arbitrer un match en dehors de mon activité dans un pro studio. On me propose peu de projets en dehors des projets que je mets en place. La chance que j'ai, c'est de travailler avec Raphaël, qui est un homme. Je le précise parce qu'il a un prénom mixte. Et que c'est intéressant parce qu'on est sur un duo mixte et qu'on écoute nos problématiques l'un et l'autre. Et on s'adapte. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis plutôt pour une écriture inclusive. Lui, il va choisir du vocabulaire qui inclut sans passer par l'écriture inclusive. Ça me va, c'est un compromis que je peux faire, par exemple. Et c'est des petites choses comme ça, de comment je m'adresse aux improvisateurs et aux improvisatrices, comment je choisis aussi de casser les clichés. C'est-à-dire, je propose des settings à mes élèves où c'est la femme qui est par exemple dans la séduction agressive, pour voir ce que ça donne, comment les gens le perçoivent et comment la femme et l'homme le vivent dans la fiction. Ce qui est super intéressant avec l'improvisation, et là c'est au niveau politique général, c'est que c'est un terrain de jeu inaltérable. Enfin, on peut tout créer avec l'imaginaire, on peut faire le brouillon de plein de choses. Et donc moi j'aurais tendance à voir l'improvisation comme l'endroit où je peux imaginer mon monde idéal. Mais c'est super intéressant justement d'avoir ton point de vue là-dessus. En tant qu'homme justement blanc, cisgenre, je peux pas me mettre à votre place et vous dire je comprends tout à fait, mais je peux avoir de l'empathie par rapport à ça et faire ce que je peux à ma démarche. Mais encore une fois, moi c'est venu très progressivement. Il a fallu que moi-même je sois du mauvais côté pour me rendre compte que mes actions sur scène pouvaient parfois être dérangeantes ou ne pas être adéquate par rapport à certaines. Puis, ça, comme tu dis, ça s'applique aux femmes, ça s'applique à plein d'autres choses. Tu sais, tout ce qui est même faire des accents sur scène, maintenant, on essaie de faire ça de manière efficace, dans le sens adéquate, ce que je veux dire. Et le fait justement d'avoir cette démarche-là consciente au niveau de notre recrutement, de faire des plateformes équilibrées, au final, au niveau du contenu aussi, des improvisations, tu le sens qu'il y a une différence. On n'est plus dans des gags qui sont parfois faciles ou qui vont... Parce que les joueurs et les joueuses se conscientisent
eux-mêmes. Tu sais, il y a une sorte de cercle vertueux. C'est pas encore parfait, encore une fois, bien entendu, parce qu'on a souvent des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses qui rentrent, qui n'ont pas ces codes-là, mais qu'on leur permet d'intégrer. Mais à notre échelle, on peut développer cette démarche-là qui j'espère, puisse s'étendre. Mais bon, encore une fois, on n'est pas rendu au bout du chemin encore. Non, et puis, par exemple, tu vois, je te parlais de l'école. Donc, on a des nouveaux venus chaque année en première année. Et cette année, on a eu une majorité écrasante d'hommes qui se sont inscrits. Bon, on est aussi dans une démarche d'une certaine manière un petit peu commerciale, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'on mange et donc il faut qu'on ait des élèves. Donc, on ne va pas refuser des hommes si on n'a pas de femmes qui prennent les places. On donne la priorité aux femmes. On reste quand même sur cette... Enfin, quand je dis la priorité aux femmes pour arriver à une parité, en tout cas. Si on doit faire un arbitrage entre un homme et une femme pour une dernière place dans une classe, ce sera toujours la femme qui aura la priorité si on est à 8 hommes dans le groupe déjà préexistant sur un groupe de 15. On a eu 1 ou 2 années plutôt face avec les femmes, mais c'est très très variable. Mais alors c'est marrant parce que moi je suis dans une troupe, en l'occurrence là en ce moment, où il y a une majorité de femmes. Peu, hein, il doit y avoir 8 femmes pour 7 hommes. Mais ce qui est assez rare finalement dans l'impro, ce qui est assez rare, je pense à Paris, à moins d'avoir monté une troupe, voilà, 100% de femmes, voilà, dans une troupe classique, factuellement, et comme tu le disais, Armand, c'est vrai que, et je rejoins Aline là-dessus, il va y avoir plus d'hommes qui spontanément vont se présenter que de femmes. Bon, bah ça, on va pas refaire l'histoire, mais il y a beaucoup d'injonctions. C'est comme voilà, dans le milieu scientifique, dans le milieu, voilà, bon, ce sont on va dire des secteurs qui attirent aujourd'hui, on espère demain, ça le sera plus, mais aujourd'hui attirent un peu moins de femmes que d'hommes. Mais pour être dans une troupe comme ça qui est à majorité féminine, en fait, ce qui est chouette, et je pense que c'est ce qui est en train de grandir aussi au Québec, c'est que ça change la façon de jouer. Et comme tu le disais, ça permet de conscientiser d'un côté comme de l'autre. Et moi, c'est à travers l'impro que j'ai pris conscience. C'est-à-dire que j'avais peut-être une base féministe, mais qui était non exploitée, on va dire. Et c'est à travers l'impro, en fait, que j'en ai pris conscience. C'est à force de me retrouver sur scène et à jouer des rôles. Bon ben voilà, hein, on va reprendre les grandes lignes, mais c'est de femmes soumises, de femmes au foyer, la séductrice, voilà, des rôles qui revenaient toujours et encore. Comme c'est de la féminité en quelque sorte, hein. Les grands clichés de la féminité. Les grands clichés, voilà, parce qu'on est dans de l'impro et qui est de l'immédiateté et puis ben en fait toutes nos injonctions et tout ce qu'on a pu vivre finalement ben au moment de l'improviser, d'être dans la réactivité, c'est ce qui vient en premier. Et en fait quand j'ai pris conscience de ça, déjà moi je sais que j'en avais un petit peu marre d'être dans une troupe où voilà on pouvait jamais avoir le lead puisqu'on était une femme et que bon finalement en fait, on ne nous faisait jamais à 100% confiance. On se disait, voilà, c'est pas qu'elle va pouvoir pas faire l'impro, mais bon, si elle commence en lead, elle ne pourra pas terminer, tu vois. Excuse-moi Chloé, je t'interromps, mais est-ce que tu peux être précise par rapport aux limites que tu ressentais et aux limites que tu ne ressens plus? Moi, j'avais des limites que je me mettais déjà moi. En tant que femme en me disant je vais pas y arriver, zut il est meilleur, ou tiens s'il monte sur scène c'est que j'ai pas assuré, etc. Et en fait bon bah ça c'est déjà des barrières que j'ai réussi à faire exploser et de me dire maintenant on est sur un pied d'égalité, je veux dire même si on n'apporte pas la même chose, et ben en fait son jeu il est pas meilleur que le mien, ou moi je suis pas moins bonne que lui, et donc voilà. Et puis aussi le fait de pouvoir observer que j'étais tout le temps dans les mêmes rôles, ben, il y a un moment aussi, je me suis dit, c'est à moi de changer ça. C'est à moi de changer ça. Donc, c'est à moi de, maintenant, quand j'arrive sur scène, de me dire pourquoi je suis une femme séductrice. Ben non, en fait, je peux juste être... je sais pas, une femme pilote de chasse, tu vois, et d'amener ça dans l'impro. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une conscientisation, en fait, il y a un cercle vertueux à être sur une composition mixte ou majoritairement féminine, parce qu'en fait,
non seulement ça va faire réfléchir les femmes, ça fait réfléchir les hommes, ça fait jouer complètement différemment. Dans le spectacle qu'on avait mis en place dans la troupe des Impromises, qui était une troupe féministe, en fait, on invitait toujours un homme. On voulait pas que ça soit 100% féminin, parce que pour nous, là, voilà, le féminisme passait aussi de toute façon par l'inclusion en fait de l'homme. Et c'est marrant parce que on a eu plusieurs invités comme ça. On était 4 femmes et un homme sur scène. Et en fait, une majeure partie des hommes qu'on invitait avaient déjà conscience de ça, mais il y en a pour qui en fait ça a changé ou ça a révélé quelque chose, de se dire j'ai été dans une autre position, j'ai joué autre chose que d'habitude. Tiens, je me suis rendu compte que quand j'étais sur scène, il y a un moment, j'ai voulu me comporter comme habituellement, j'ai voulu me comporter comme... Je vais prendre un exemple, en mec séducteur, sauf qu'en face de lui, il a trouvé en fait que des nénettes qui étaient complètement insensibles à ses charmes, par exemple. Et donc, du coup, il s'est dit, tiens, c'était bizarre, c'était pas comme d'habitude. Et donc, du coup, ça a fait prendre conscience aussi à certains de nos invités je vais jouer différemment maintenant et voilà, je vais beaucoup plus intégrer les femmes. Donc, c'était hyper intéressant. C'est génial. C'est Frédéric Barbouchi qui avait fait un spectacle justement comme ça qui s'appelait Elle, où justement il a invité 4 joueuses à venir jouer avec lui. Enfin, lui, il jouait avec elle plutôt. Et il se définissait vraiment comme l'homme de service dans ce spectacle-là. Il voulait inverser les rôles, puis ça lui donnait, il en parle, il disait que ça lui donnait vraiment quelque chose d'intéressant dans sa recherche justement d'aller plus loin en impro. C'était un premier pas pour lui dans la même démarche. Moi, j'ai fait un passage aussi d'1 an dans une troupe exclusivement féminine, qui n'était pas la même que Chloé et qui s'est créée sur une base féminine. C'était Poupac Seperi qui avait décidé de nous donner des cours gratuitement pendant un été pour faire de l'improvisation à l'américaine. Et moi, j'étais très curieuse d'expérimenter cette façon de jouer. Et donc, j'ai participé à ce stage de 2 mois. Et puis après, on a créé une troupe qui a duré. Moi, je l'ai quittée assez rapidement, mais elle a duré derrière. Elle s'appelait Impromeuf. Elle existe plus aujourd'hui, je crois. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai enfin expérimenté une liberté totale sur scène. Donc oui, quand tu me demandes si je l'ai expérimenté depuis la rocambolesque, oui, mais je l'ai plus expérimenté dans des cadres non mixtes. Ouais. Et les filles me faisaient rire, alors que avant de les voir en pleine possession du temps et de l'espace, je me disais toujours, mais pourquoi les femmes sont moins bonnes que les hommes en improvisation? Et je m'appliquais ça à moi-même. Je considérais que j'étais moins bonne que les hommes en improvisation. Et c'est assez terrible parce que du coup, on se bride nous-mêmes en réalité. On est les premières artisanes de notre emprisonnement, en fait. Donc ça, c'est aussi des schémas à casser. Et l'improvisation nous y amène parce qu'effectivement, alors moi, ça m'a jamais dérangé de jouer. J'ai toujours joué des trucs j'ai souvent joué des idiotes, mais ça me dérangeait pas plus que ça. Ce qui m'ennuie, c'est si on m'impose de le jouer. Si je le choisis, ça me va, je m'en fous. Mais bon, après, comme dans le match, la rudesse est interdite. En général, tu choisis quand même tes persos. À mon échelle, quand j'ai commencé à faire de l'impro au Québec, ça m'arrivait très souvent de faire mon petit rôle de français coincé. Tu sais. Et à force de le faire, parce que je veux pas, quand tu arrives sur scène, les gens se rendent compte, t'es français, tu vas faire un personnage de français. Moi, à force, au début, j'aimais ça, puis à force de le faire, tu te rends compte que c'est lourd. J'ai envie de faire d'autres choses. Fait que, encore une fois, à mon échelle, je peux comprendre ce sentiment-là de vouloir faire d'autres choses et même se diversifier parce que, ouais, on est capable de faire d'autres choses. Mais clairement. On fait surtout de l'impro pour voyager dans l'imaginaire, donc pour pouvoir être tout ce qu'on veut, pas toujours les clichés qu'on voit dans la vie. Exact. Si on fait de l'impro, c'est justement pour rêver, c'est pas pour revivre exactement ce qui se passe dans la vie, c'est pour aller voir des mondes encore mieux. Ouais. Et moi, c'est trop cool cette discussion parce qu'en fait, ça recoupe avec ce que tu disais au début, Armand, qui est ce qu'on a sur scène, c'est le reflet un peu de la société. Et elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer. Donc l'impro avec, notre façon de jouer avec. Et franchement, ça peut être
comme le dit Aline, un moyen aussi de faire sauter les barrières, d'ouvrir un petit peu. Et c'est aussi le moyen, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris avec cette troupe d'impro féministe dont j'ai fait partie. C'est aussi un moyen, en fait, l'impro, finalement, d'éveiller les consciences. Ouais. Et de dire à la société, en fait, voilà ce à quoi vous ressemblez, réfléchissez 2 minutes. Et voilà, en fait, nous, notre spectacle avait cette vocation-là, en fait, en objectif de spectacle, on n'avait pas un objectif de faire rire, mais plutôt à la fin du spectacle, chaque spectateur, qu'il avait aimé ou pas le spectacle, devait repartir avec un questionnement, se dire « Ah bah mince en fait, qu'est-ce qui s'est passé là sur scène ?» On jouait des mondes par exemple inversés, où on demandait au public de nous donner un monde qui était majoritairement masculin. Alors, on a tout fait, hein, je crois, le 440, le football, le PMU, la bourse, la finance, le poker. Enfin, il y en a tout un tas, des scientifiques, une centrale nucléaire, enfin bref. Et on les inversait, en fait. On jouait ces mondes-là à majorité féminine. Et donc, du coup, en fait, voilà, on avait quelques petits, sketchs ou thématiques comme ça, mais qui avaient véritablement cette vocation et à jouer et à offrir un spectacle et à nous faire plaisir en improvisant, mais aussi à avoir un message sous-jacent derrière. Donc, si ce qu'on joue, c'est le reflet de la société, à nous aussi de le jouer différemment pour faire évoluer la société. Enfin, je pense que... Et du coup, j'ai une question, Chloé, sur le spectacle. Quand vous jouiez les mondes inversés, par exemple, si vous jouiez le monde du PMU, vous jouiez en étant des femmes qui sont majoritaires et qui jouent au PMU, ou vous vous imaginiez des hommes? Non, vous vous imaginiez pas du tout des hommes, vous étiez des personnages féminins qui étaient majoritaires là-dedans. On était des personnages féminins majoritaires là-dedans, avec des personnages féminins qui pouvaient être très très forts et qui pouvaient être vraiment dans la domination, mais aussi des personnages féminins qui, par exemple, le PMU devenait un peu le salon de thé. Enfin, je sais pas, tu vois, il y avait vraiment différents... Oui, alors du coup, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez remarqué, et c'est vraiment une question que je me pose très sincère, j'ai pas d'idée sur la réponse. Est-ce que vous avez remarqué que les femmes utilisaient beaucoup de façons de parler plus polies, plus de je pense, je crois, il faudrait, des choses comme ça? Ou est-ce qu'elles étaient aussi assertives que les hommes? Parce que manifestement, dans la société, il y a une différence de langage. Est-ce que ça se révélait sur scène? Oui, oui, et en fait, bah, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, j'ai jamais. Oui, il y a quelque chose sur le langage et j'ai jamais fait attention à la manière dont je pouvais m'exprimer et sur scène et dans la vie en disant je pense, il faudrait, voilà. En tout cas, en tout cas sur scène et quand on jouait les mondes inversés, il y avait pas ce truc-là. On était vraiment, je pense qu'on était dans l'assertivité. Enfin, le fait de toute façon de ce spectacle pour éveiller les consciences, le fait qu'on soit déjà aussi consciente de comment on pouvait jouer, nous, en tant que femmes, et avec le message qu'on voulait faire passer, et ben en fait, on était déjà plus en confiance, plus assertive de manière globale. Donc, ça se ressentait, je pense, dans notre jeu. Et on avait d'ailleurs un petit jeu, c'est un jeu à la con hein, que tout improvisateur a fait, je pense, qui est de raconter une histoire. Alors, c'est peut-être un jeu que vous avez fait, la scène sans paix, par exemple, ou des choses comme ça, mais essayez l'histoire, et c'est tout aussi facile comme jeu, tout le monde peut le faire, c'est raconter une histoire qu'avec des mots féminins ou qu'avec des mots masculins. Et en fait, c'était l'ouverture de notre spectacle, et c'est assez drôle, parce que, bon, de toute façon, on se plante tous, mais en fait, ça montre aussi à quel point le langage, finalement, il dirige aussi, enfin, il sexualise en tout cas, et il dirige un petit peu une histoire. Ouais. Voilà. Ouais, pardon, j'aimerais trop essayer l'exercice. Ouais, je pense que je vais te le voler. Et ben allez-y, c'est cadeau. Merci Chloé. Mais en gros, ouais, tout ce que tu viens de dire là, au final, c'est de l'éducation, que ce soit pour les joueurs, les joueuses et le public. Et ça peut se retrouver dans n'importe quel type de spectacle. Je te dirais, nous, depuis un an ou deux, justement à la Lige, on avait, on a toujours d'ailleurs, Sofiane, que je salue, Sofiane Rousseau, qui a, elle, cette démarche justement de conscientisation. Elle est arrivée en tant que joueuse, puis
j'ai eu souvent des discussions avec elle après les matchs de dire attention, parfois il y a des choses qui sont arrivées dans le match en tant qu'arbitre que tu n'as pas souligné. Et au début, j'en avais pas conscience forcément. Et au fur et à mesure, se mettre dans un mindset, se dire attention, sans être dans la censure, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe que je vais dire c'est raciste ce que tu as fait, tout ça, mais pouvoir au moins revenir dessus après l'impro, communiquer avec le public, dire public, il y a eu ce petit truc-là, on fait attention pour les joueurs et joueuses sur scène à ne pas dépasser certaines limites, ou alors de le faire de manière plus subtile. Moi, en tant qu'arbitre, par exemple, ça m'a énormément apporté dans ma vision du jeu. Et d'aborder, on parle de rudesse. Une rudesse, ça peut être très large, mais souvent, ça peut être beaucoup plus insidieux. Oui. Donc, et prendre ça en compte et faire en sorte que tout le monde puisse, au final, s'exprimer de manière libre, c'est le but qui en découle derrière ça dans l'éducation. Mais c'est effectivement le rôle de l'arbitre, justement, d'être en quelque sorte l'œil de l'auteur, si je puis me permettre, le point de vue. C'est-à-dire que si l'arbitre émet un point de vue sur une scène qui s'est passée, il permet aux joueurs d'être libres dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, même s'ils font quelque chose dans la spontanéité qui peut être oppressif, et qu'ils se disent après, oh putain, c'était oppressif ce que j'ai fait. Mais c'est la création spontanée. Si personne ne souffre, c'est quand même important que l'arbitre souligne, ou le MC quand c'est un maître de cérémonie ou une maîtresse de cérémonie, parce que dans ces cas-là, ils permettent ces rôles-là de prendre de la distance pour les comédiens. Parce que c'est très dur en improvisation. On est auteur, metteur en scène, tout dans la spontanéité. Et on n'a pas de décor, on n'a pas de costume. Donc on n'a rien pour nous distancier, nous cacher derrière le personnage. C'est très artificiel. Donc on a besoin du MC ou du l'arbitre. Puis pareil, comme on disait, parfois ça peut être maladroit aussi. C'est ça. Donc, mais combien de fois j'ai des trucs sexistes ou racistes sur scène alors que je n'ai aucune pensée raciste. C'est des choses qui traversent la société. Mais être capable de revenir dessus, ça permet justement de ne pas brimer, de se dire, parce que je me souviens d'avoir eu des conversations des gens qui disaient ah ouais, mais bon, pas non plus, on n'était pas dans le total, on peut plus rien dire ou tout ça, mais se dire si je dois faire attention à ça, est-ce que je vais perdre ma spontanéité? Et au final, c'est encore une fois, c'est une démarche d'abord consciente qui au final s'intègre au fur et à mesure. Voilà, et ce qui nous échappe, nous échappe. Moi, j'ai été aussi très sensibilisée par un de mes élèves d'impro qui est pro-féministe et qui a plus de conscience que moi de ces problématiques, quasiment, je pense. C'est fou parce que à chaque fois que je disais quelque chose, Aline, je ne te rends pas compte, mais ça c'est sexiste. Ah bon? Dis-moi. Et puis il me donnait l'exemple, il m'expliquait. Je disais, mais je ne me rendais pas compte. Et en fait, on a besoin de gens qui vont nous permettre de remettre en question notre discours. Parce que notre discours nous permet de continuer à intégrer des valeurs qu'on réprime, pas qu'on réprime, mais avec lesquelles on n'est pas d'accord, quoi. Donc ouais, non, c'est cool, hein, l'intro. Mais non, mais en fait, moi je pense que c'est une vraie démarche il faut pas interdire et s'interdire en tant qu'improvisateur de dire j'ai plus le droit de dire ci, j'ai plus le droit de dire ça, j'ai plus le droit de faire ci ou ça. Pour moi, il y a deux choses qui sont essentielles. C'est si tu le fais en conscience, avec la conscience de ça peut heurter l'autre ou ça peut être pris ça peut être vraiment mal pris ou choses comme ça. Il y a pas de souci, et encore mieux dans un match parce que comme tu le dis Aline et comme tu le dis Armand, il y a un regard extérieur. Et puis il faut que ça soit consenti. Je vais venir sur le consentement, mais en fait, il faut que le partenaire de jeu l'accepte, ou en tout cas, il ne faut pas le heurter. Voilà, faut que... Et c'est même consenti avec le public, parce qu'en fait, des fois, ça peut complètement aussi heurter le public. Donc, franchement, voilà. Pour moi, c'est ces deux choses-là qui sont fondamentales. Et il ne faut pas se couper en plus de faire ce qu'on fait. Encore une fois, c'est de la création spontanée, mais ça peut aussi aider à éveiller les consciences. Moi, je parlais avec une amie de stand-up. Il y a des gens qui font du stand-up et qui disent des trucs atroces et tout. Enfin, c'est horrible. Mais parce que des fois, en fait, c'est ce qui fait prendre conscience, quoi. Donc, d'être... Ils ont le cadre de l'écriture et de la scène qui les protège d'une certaine manière. Nous, on est dans une écriture spontanée, donc on peut très vite nous dire que c'est nous qui sommes racistes. Or non.
notre inconscient s'exprime. Nous ne sommes que le vecteur d'un inconscient et d'un inconscient également collectif. Il ne faut pas nous mettre toute la responsabilité sur les épaules. Et c'est pour ça aussi que je pense que les femmes ont peur aussi d'aller vers l'improvisation parce qu'elles ont peur d'aller dans cette liberté-là. On les juge tellement. Et comme je disais, par rapport à ma sexualité agressive, par exemple, la difficulté que j'ai de l'exprimer dans ma société, si d'autres femmes le ressentent, elles vont avoir du mal à aller le mettre en scène. Et puisqu'elles vont se sentir jugées si elles le mettent en scène. Je donne ce cas-là parce que c'est celui qui m'est familier, mais il y a plein d'autres cas de femmes qui vont pas oser s'exprimer et laisser libre cours à leur inconscient parce qu'elles sont beaucoup plus jugées que les hommes. En impro, moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai très très mal vécu, c'est de me faire rouler une galoche par un mec alors que j'avais rien demandé. Non, mais ça, justement, ça a été le point de départ de beaucoup de réflexions à ce niveau-là. Tu sais, le consentement en impro, tu sais, le fait de ce qu'on appelle Frencher sur scène. Non, je conçois même plus faire ce geste-là sur scène parce que tu sauras jamais à quel point c'est le personnage. Est-ce que le personnage veut, mais est-ce que la personne veut? Donc, je préfère plus. Pour le coup, je préfère ne plus m'aventurer dans ces zones-là, en fait. Je comprends, Armand. Mais après, ça va dépendre aussi avec qui tu joues. Oui, bien sûr. Si pas, effectivement, tu ne le feras pas. Mais les gens que tu connais, moi, j'ai quand même fait des choses sur scène. Je me rends compte, si un homme avait fait ça, là, j'ouvre la bouche très grand pour donner l'expression de oulala, il se serait fait mal voir, je pense. J'ai quand même mis ma main au paquet d'un de mes partenaires de jeu. Sur scène, ça a mis un froid. Bon, c'est. Je t'en veux. Mais donc, effectivement, ce jour-là, c'est sorti de cette façon violente. Je sais pas ce que j'avais ce jour-là. J'étais en train de me débattre sur scène. J'étais en souffrance, je crois. Donc, du coup, quand tu es en souffrance sur scène, en plus, tu vas chercher les trucs les plus gores. Mais c'était fait dans une démarche justement de défense, tu veux dire? Non, pas du tout. J'étais agressive sur scène. Ok. J'étais agressive, mais c'était sans doute la comédienne qui se débattait avec son absence de fluidité sur le plateau, en fait. D'accord. Parce que c'est ça, en plus, c'est que ça va à l'inverse. Mais parce que quand on parle de consentement, en général, de toute façon, c'est pas que les hommes vis-à-vis des femmes, c'est aussi les femmes vis-à-vis des hommes. Et c'est un très bon point que tu mentionnes, Aline, parce qu'en fait, en tant que femme, on se fait frencher, du coup, ça y est, je me québécoise. Mais on se fait frencher, on nous a rien demandé. Mais à l'inverse, oui, en tant que femme, on fait aussi des choses sur le plateau qui peut-être mettent mal à l'aise et qui nécessitent un consentement. C'est-à-dire que, voilà, une main au paquet ou d'aller... Voilà, je suis allée loin. Ouais. Après, j'ai fait d'autres trucs. J'ai mis des claques sur scène que j'ai peut-être pas assez dosé, qui pouvaient faire un peu mal. Je veux dire, c'est aussi un endroit d'expérimentation. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a quand même la limite de la scène et que si tu as mis une claque et que tu sens que tu as fait mal, tu vas pas du tout en remettre de la soirée et tu vas aller t'excuser à la fin de la scène, à la fin du spectacle au moins, en disant je suis désolée, je voulais pas te faire mal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un espace sécurisé quand on est sur la scène. Et il faut que ça reste un espace sécurisé où cette liberté peut s'exprimer. Et c'est la difficulté, justement, avec la création spontanée et le fait qu'on ne soit pas caché derrière des personnages, enfin, pas des vêtements spécifiques ou des textes écrits par d'autres. Comprendre cette notion-là de violence et de consentement, c'est, encore une fois, c'est une question de conscientisation des personnes qui le font et les personnes qui le reçoivent aussi. Peut-être des personnes qui débutent ou qui font ce genre de gestes-là, ils n'ont peut-être pas le niveau de recul par rapport à ça pour le faire sur scène. Je ne débutais pas quand j'ai commencé à faire ce genre de gestes. C'est-à-dire que je pense que c'est avec la confiance aussi. C'est-à-dire que je l'ai fait avec un de mes partenaires de jeu qui est un très bon ami à moi encore aujourd'hui et qui est Samuel Delmas, donc qui était là aussi pour le de la rocambolesque. Ce serait intéressant d'entendre ce qu'il a à dire par rapport à ses souvenirs et s'il l'a toujours, parce qu'il y a des choses dont on se souvient soi, mais je crois qu'il s'en souvient. Si ça l'avait gêné, j'aurais été mortifiée, en fait. Et c'est vraiment comment on va percevoir le truc. Et il faut avoir cette confiance. Moi, Chloé, demain, elle me met la main sur les seins sur scène, mais pas de problème. Armand, on se connaît un petit peu. Tu me mets la main au sein pendant le spectacle.
non, il n'y aura pas de problème parce que il y a une confiance qui s'établit. Mais tu vois, Mais même à ça, moi, je me sentirais pas à l'aise de le faire. tu le feras pas du coup. Ouais, Ok, c'est ça. oui. Problème. Ouais. Ou c'est de se le dire avant de jouer aussi. Oui, Enfin, bien C'est sûr. ça, franchement, Exactement, voilà. poser ces limites-là, définir avec les partenaires de jeu, quitte à ce qu'elles Mm. changent à chaque fois. Tu sais, on n'a pas tous les mêmes limites. Et Dans quelle humeur on est avant de jouer? Faire la exactement. météo du moment. Tu sais, même des gestes qui peuvent paraître banals. On a eu cette réflexion avec l'une de nos plateformes cette saison, juste les débuts de match, tu sais, où les joueurs arrivent, tu sais, on se tape dans les mains et tout ça, il y a ce qu'on appelle la communion, tu sais, où tout le monde se redit bon match encore une fois. On avait certaines personnes, hommes comme femmes, qui n'étaient pas forcément à l'aise de se faire des hugs, des câlins, et on s'est dit, moi, en tant que joueur, c'est quelque chose dont j'avais l'habitude, tu sais, parce que ça se faisait de manière mutuelle. Mais au fur et à mesure, avec des nouveaux entrants qui ne sont pas forcément habitués à ce genre de choses-là, on va faire passer le message aux gens que juste se le dire avant est-ce que je peux limite s'il faut le dire, demander à chaque personne individuellement, est-ce que tu es à l'aise de tout ça, le faire, c'est je pense nécessaire. Ouais. Oui, en fait, développer plus de communication. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est très vrai. Moi, ça me manque beaucoup les hugs en ce moment. Ouais. Et les matchs aussi. Hein. Du coup, est-ce que Armand, au Québec, vous avez des choses qui se font par visio ou comment ça s'organise pendant le confinement? Alors, il y a plusieurs initiatives qui ont été prises. Nous, justement, dès qu'on a dû annuler nos spectacles, on a pris l'initiative de les remplacer justement par ces improblabla. J'ai vu des spectacles qui se donnaient. Il y a eu des ligues d'improvisation qui ont testé le match en tant que tel. Des shows audio aussi qui se sont faits. Donc, il y a eu des initiatives dans ce sens qui ont été prises. On essaie de développer ça. En fait, le but, je pense pour moi, et c'est la démarche d'improblabla, c'était de garder le monde actif, notre communauté active, parce que de toute façon, même les spectacles qu'on fait, la mission de la Rocambolaise, pour moi, se veut d'abord sociale et permet de brasser du monde et de faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc, avec Improblabla, on pouvait continuer à maintenir cette mission-là. Mais c'est vrai que le manque de scène commence un peu à se faire sentir. Donc, Oh oui. Ouais. Moi, je vais jouer là sur Twitch tout à l'heure. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Est-ce que tu nous racontes? C'est vraiment une arnaque. Alors, le concept, il est tout simple. On est confinés. Nous sommes des vacanciers dans un centre de vacances et on est confinés à cause d'une tempête de neige à l'extérieur. Et donc, on va développer des relations là-dedans et on travaille avec les fonds d'écran. Et donc, on part du principe qu'on est dans le même espace. Par exemple, si Chloé et moi, on parle ensemble, on aura le même fond d'écran pour pouvoir donner cette impression de... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom précis, mais d'être dans le même espace. Ouais. Richard, il a utilisé l'autre jour. J'étais waouh, il connaît des mots super savants. Et bon, et donc du coup, dans ce spectacle-là, il dure une petite demi-heure, 40 minutes max. La difficulté, c'est qu'effectivement, tu n'as aucune réaction. Mais du coup, moi, et puis aussi, tu perds plein d'informations. Il y a des choses qui passent à la trappe que tu n'entends pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu es obligé de lâcher prise et de te dire what the fuck, on verra bien ce que ça donne au final. On se débat et on est courageux parce que c'est notre première vertu en tant qu'improvisateur et acteur. Bien sûr. Mais de toute façon, il faut l'essayer, voir ce que ça donne. Ouais, pour moi, c'est pas une forme finie, hein, ouais, bien sûr. C'est juste un ersatz, un truc de... À défaut d'autre chose, on a au moins ça, quoi. Ouais. Puis... Moi, j'ai fait un truc intéressant. J'ai donné des cours d'impro à mes collègues. Et c'est de l'initiation. Et avec le confinement, on l'a fait donc en visio. Et ce qui est hyper cool avec la visio, alors c'est clair que il y a pas encore, j'ai pas encore vu de forme aboutie de spectacle ou voilà en visio. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que justement dans le cadre de cours ou en tout cas sur des débutants, ça apporte énormément sur l'écoute. On est obligé de s'écouter et rien que ça en premier exercice.
Et franchement, c'est top. Alors, justement, c'est pour rebondir aussi sur la dimension sociale. Et là, ben, c'était apporter du lien aux collègues et en même temps leur apprendre quelques basiques de l'impro. Et ça marchait plus. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Chloé, et je pense qu'en fait, moi, c'est ce vers quoi je tends aujourd'hui. Je pense que tout comédien doit répandre son savoir, et je pense que tout le monde devrait faire de l'improvisation théâtrale, du théâtre, mais je pense que c'est d'utilité publique, dans le sens où, comme je disais, ça nous permettait d'explorer des mondes imaginaires quand on se retrouve en confinement pendant des mois. On a besoin de pouvoir développer nos imaginaires et de développer aussi des systèmes qui nous permettent de plus se retrouver dans des crises aussi invalidantes. Pour l'anecdote, justement, Aline, je crois qu'on s'était recroisés sur Zoom à un meeting justement de pratiquants d'impro appliqué et justement j'avais commencé moi aussi à donner des ateliers en ligne. C'est sûr que ça change la pratique, mais ça en donne de nouvelles, ça donne de nouvelles opportunités. Tu sais, justement, jouer avec le cadre, on a essayé des exercices avec le cadre autour de nous, prendre possession de cette scène en fait et jouer avec. Et je me dis, pour quand on retournera à la normale, ça sera de nouvelles opportunités. Pourquoi pas continuer à développer, tu sais, Non, mais exactement. Tu sais, on a fait tout un atelier juste là-dessus, sur apprivoiser la scène de la caméra, si je peux dire. Et c'est génial. Super intéressant. Donc, ouais, au niveau, on est vraiment en plein dedans. Là, c'est ce contexte qui nous force à aller dans de nouvelles opportunités. C'est le principe même de l'impro, en fait. C'est ça, on s'adapte avec les moyens du bord, quoi. Exactement. Après, c'est sûr que c'est pas le présentiel, ça demande plus de concentration. Oui, c'est sûr. Puis après 1h30, moi je sens que ça. Normalement, mes ateliers ça dure 2 heures, 2h30, mais en physique. Mais après 1h30, là, tu sens que c'est difficile de. Alors nous, on est des acharnés du bulbe. On fait des ateliers de 2 heures et en temps normal, on fait des ateliers de 3 heures. Ouais. Mais on alterne les profs, c'est-à-dire que normalement, ils ont 2 profs. Sauf si le groupe se rétrécit, ils peuvent se retrouver avec moi ou avec quelqu'un d'autre pendant 2 heures, mais en général, ils ont 2 profs sur les 2 heures. Ouais. Enfin. Pour varier les plaisirs et les façons de faire. Tout se fait. Tout se fait encore une fois, puis il faut le faire encore une fois pour s'en rendre compte de ses limites et opportunités là. Ouais, voilà, ça crée du lien et ça permet de maintenir le lien et ça, en cette période, c'est pas négligeable. En tout cas, on revient au Québec quand vous voulez, la rocambolesque. On vous accueille quand vous voulez également. Bon, j'avais écrit plein de questions sur mon cahier et j'en ai abordé aucune, mais c'est parfait. On est très pipelette. Mais non, c'est génial. Franchement, je ne m'attendais pas à aller dans cette discussion-là et j'en suis super heureux. Merci pour les éclairages. C'est cool, avec plaisir. J'espère que ça pourra amener la réflexion encore plus loin, encore une fois, puis même qu'on pourra en rejaser. Oui. Bientôt. Vous êtes toujours situé à Paris, c'est ça? Ouais. Oui. Plein de projets. Moi, il y a l'école et du coup, avec l'école, je joue du long forme principalement et puis quelques matchs. Parfois, je suis invitée. C'est pas hyper souvent, mais ça arrive et c'est cool. Du coup, je vais jouer quand on m'invite. Et puis, voilà. Pour toi, Chloé, je crois que tu es dans plusieurs troupes. Oui, du coup, après les 13 à l'Ouest, donc j'ai intégré la troupe des Impromises, donc qui était la troupe d'improvisation 100% féminine et 100% féministe. Voilà, et j'ai intégré une autre troupe qui s'appelle les Impronimous, et puis je suis désormais aussi à la Grimace depuis 3 ans. Donc ouais, majoritairement du long forme, des spectacles, plus trop de matchs. Mais moi, je sais que j'adore les matchs. C'est vraiment pour moi un fondamental aussi de l'impro. Et avec vraiment la principale vertu qui est de rencontrer des gens. Et c'est ce que j'ai essayé, même si je fais plus de matchs, quand même de recréer. Ouais. Et voilà, dès qu'on m'invite ou dès qu'il y a un match ou dès qu'il y a quelque chose aussi qui sort un peu de la troupe et pour aller jouer avec d'autres gens, je trouve que c'est vraiment ça la richesse de l'impro. Donc, ouais. Puis j'essaye. Permettre de voyager au Québec ou ailleurs. Par exemple, oui, je fais plein de gens et en fait de se rendre compte que finalement, même malgré plein de différences culturelles ou parce qu'on est multiples,
Et ben, on arrive à se retrouver et à se fédérer, à construire des histoires ensemble, à se marrer, à voyager dans des univers improbables. J'adore. Moi, je suis partie en Tunisie et c'était génial. On a joué avec des équipes algériennes, tunisiennes, marocaines et c'est top parce que même si pour certains joueurs, il y avait la barrière de la langue parce que il y a certaines personnes qui n'improvisaient qu'en arabe, par exemple. En fait, il y a cette rencontre, il y a aussi un type de jeu qui est différent, il y a plein de choses. En tant qu'improvisateur, c'est toujours hyper enrichissant. Et Mais il y a une universalité des émotions. Et ça, c'est un truc de ouf. Exactement. Puis au final, on n'aura jamais fait le tour. Non. Jamais. C'est beau. Voilà, on finit sur ce message d'amour, sur Ali qui est face aux Maldives avec une envolée de colombes. Et nous enchaînons tout de suite avec la parole de Dieu. Prochainement. Parfait. Merci. En blabla, comment Dieu va illuminer. Ça peut être... Le dieu de l'impro, s'il vous plaît. Le dieu de l'impro. On le cherche encore. C'est en nous, c'est pour ça. C'est en nous, le dieu de l'impro. C'est beau. C'est beau. Merci encore une fois beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de discuter. Aline et Chloé, j'espère qu'on se reverra très bientôt, qu'on aura l'occasion de prolonger la discussion plus loin encore. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Puis, et puis voilà, voilà. J'ai pas de mot de fin, mais on en a fait plein de messages d'amour. Puis je vous en envoie plein. C'est pareil, merci clairement. À très bientôt. Impro Blabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et les autres plateformes d'écoute dédiées. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.